chemin lent et plus pacifique, certainement, de la réforme. Et puis, il y a d'autres aspects, évidemment, disons, plus éclairés. D'abord, c'est un ascète, c'est quelqu'un qui n'est pas attiré par le pouvoir temporel, puisqu'il a toujours été le chef spirituel du mouvement de bout en bout. Et puis, c'est un excellent orateur. C'est un homme d'une immense culture qui a bourlingué en Occident et en Orient musulman, qui a touché à un ensemble de doctrines, l'ash'arisme, le Razali, un peu de chiisme aussi. Donc il a fait un mix pour créer son mouvement unitarien. Et puis quelqu'un de très intelligent aussi, parce que d'abord excellent pédagogue, parce qu'il écrivait en arabe et en langue amazigh pour mieux toucher les populations du Haut-Atlas qui l'entouraient. Et puis ça se ressent à tous les niveaux, cette intelligence et même cette urge dans sa manière de préparer le pouvoir et de poser les bases et les fondements d'un empire, parce que finalement c'est un homme esselé, sorti des montagnes du Haut-Atlas et qui va jeter les bases d'un empire qui va unifier le Maghreb et l'Andalousie. Et donc ça a de quoi fasciner au fait. Mais au-delà du personnage, comme je vous ai dit, ce qui m'importait le plus, c'était tout le chamboulement d'un monde au fait un monde qui vacille devant nos yeux et l'histoire elle est racontée sous le prisme almoravide et donc est racontée par des femmes qui vivent les événements et des princesses qui ont réellement vécu et que j'avais envie aussi de mettre en avant. Oui, alors justement, Mouna Hachim Buntomar, tous les derniers jours dévoilés, propose une fresque médiévale, tantôt politique, intime ou spirituelle, de Marrakech à Tinmel, en passant par Zagora, où les femmes, aussi présentes, jouent un rôle inattendu et bouleversant. Parlez-nous de la présence de la femme dans cet ouvrage. Oui, alors ces femmes, elles apportent certainement un peu de douceur au milieu de toute cette violence. Mais en même temps, je n'avais pas envie de les cantonner dans un schéma, disons, plus classique dans ce type d'ouvrage ou de roman historique avec ces belles odalisques qui se prélassent dans leur harem, qui seraient de toute manière assez éloignées de la réalité, puisque c'est des femmes entreprenantes. La première, c'est Soura. Le roman, déjà, est divisé en 3 parties. Le premier, c'est la chute de Soura, et ça commence avec un épisode très connu qui est raconté par Ibn Khaldoun ou par Ibn al-Athir. C'est celui de la princesse qui était sur son cheval, qui n'était pas voilée. Et donc, j'imagine qu'on parle du voile de visage et pas de voile sur la tête, parce qu'elle devait se couvrir, j'imagine, comme les femmes issues du Sahara, avec l'espèce de grand haïk, on peut l'appeler comme on veut, qui couvre. Mais elle n'était pas couverte de visage, et donc elle se fait sermonner par Bentoumer, qui tape tellement fort la monture qu'elle tombe à terre. Et donc c'est la chute de Soura, c'est le passage inaugural, disons, c'est l'épisode inaugural du roman et qui augure une autre chute à la fin. Je laisse le public le soin, enfin les lecteurs que ça intéresse le plaisir de la découverte, j'espère du moins. Et puis, il y a un autre personnage aussi qui est Mimouna, c'est aussi un personnage fascinant, c'est toutes des princesses almoravides, donc c'est la cousine de Soura, et donc qui est évoquée dans les récits historiques pour avoir rencontré Abdelmoumen El-Goumi, qui est le lieutenant de Bentoumert, qui était le stratège militaire et qui est devenu le premier calife de la dynastie, et auprès duquel elle a eu à négocier la libération de femmes almoravides tombées en captivité avec la chute de Tazagurt, qui est l'ancien nom de Zagora. Puis la troisième princesse, elle est vraiment fabuleuse. La troisième partie porte son nom, le combat de Fannou. Et Fannou, elle est racontée dans les récits même par les Almoravides, par les Almohades, dont un certain
Ibn Daydak, Mhm. connu par les gens qui s'intéressent à l'histoire, et qui rapporte cet épisode de la princesse Salomon qui, on imagine, s'exerçait depuis toute jeune au maniement des armes parce que c'était une guerrière accomplie. Mhm. Et au moment où les Almohades sont rentrés à Marrakech et puis ensuite dans l'Aqsa émirale, eh ben, elle s'est déguisée en homme parce qu'il est connu que les Almoravides se couvraient le visage, Mhm. d'où le nom le voilé dans le Oui. titre. Mhm. Donc Al-Moulet Samoun. Et donc elle a porté le voile des hommes sur le visage et elle a combattu une poignée d'hommes jusqu'au moment où elle est tombée à terre. Et c'est là où ils se sont rendus compte au fait qu'ils ont combattu ce qu'ils ont appelé eux une jeune pucelle. Mhm. Donc voilà, donc c'est des femmes très saisissantes dans leur façon de gérer les événements, d'éviter de ne pas tomber dans la lâcheté, comme l'ont fait certains hommes qui ont compris très tôt, par réalisme politique, que la dynastie était perdue et qui ont fui vers les Almohades. Et elles sont accrochées, elles sont restées au palais. C'est très saisissant à plusieurs niveaux. Il y a ce côté humain que j'avais envie aussi de mettre en avant, la violence des guerres, Oui. qui est la même, que ce soit les époques et avec ce que nous vivons actuellement. Ça nous interpelle aussi d'essayer de comprendre la folie des hommes et cette soif aussi de violence qui se manifeste à différents degrés. Il n'y a que les armes qui changent, mais la violence demeure la même. Exactement. Alors justement, Mouna Hichem, dans cet ouvrage, vous soulevez les ravages du dogmatisme et de la foi déguisée par l'extrémisme. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce sujet? Oui, parce que je considère que on aurait pu emprunter ce chemin de la réforme. Et puis Bentoumert, on a décidé autrement. De toute manière, il avait créé son mouvement unitarien, Al-Muwahidoun, ceux qui professent l'unicité divine, en opposition au fait aux Almoravides qu'ils considéraient comme étant des anthropomorphistes, c'est-à-dire ceux qui donnent à Dieu des attributs humains sur la base d'interprétations de versets du Coran. Et donc, au fait, ils ont légitimé la violence et tombé dans une sorte de takfirisme où il y a des passages du livre de Butsouma qui sont incroyables à lire parce que, c'est-à-dire, on a halalisé en quelque sorte l'assassinat des Almoravides, de leurs enfants, de leurs familles, de leurs adeptes. Et c'est très fort, en fait. C'est très fort. On a très même fort et très détruit leurs violent. vestiges. Oui. C'est ça, très violent. C'est-à-dire même leurs vestiges. D'ailleurs, les gens qui habitent à Marrakech peuvent se rendre compte que, ou n'importe quelle personne qui visite Marrakech, qui est quand même une fondation almoravide, qu'il ne reste absolument plus rien des vestiges des Almoravides, bâtisseurs de la ville, à part, par exemple, la coupole qui couvre la salle des ablutions, jouxtant la mosquée qui avait été elle-même détruite. Voilà, sous prétexte qu'ils n'étaient pas convenablement orientés vers la Qibla. Et voilà, donc voilà, la violence, elle se manifeste à ce niveau. C'est une espèce de sanctification, disons, par la destruction. Donc, d'ailleurs, lui, il leur avait dit, Ben Soumat, avant sa mort, parce qu'il est mort au milieu du roman, et on sait qu'il est mort après la bataille de Hira, que ses partisans avaient perdu. Et il leur avait dit de rentrer à Marrakech qu'après l'avoir purifié. Et c'est cette purification au fait par la destruction. Et c'est toute cette violence que j'ai essayé au fait de démontrer. Disons presque d'exorciser. Voilà, exactement. D'accord. Alors, cette fresque historique se déroule entre 1120 et 1147. Je présume que ça vous a pris pas mal de temps pour vous documenter sur cette période. Alors, je vais peut-être vous étonner, mais honnêtement, c'est le livre que j'ai écrit le plus rapidement. D'accord. J'ai peut-être 7-8 mois, j'ai pas vraiment compté, mais ça s'est fait très vite. Alors, il se trouve que bon, dans les livres précédents, par exemple dans le Chronique insolite de notre histoire, j'ai eu à parler sur un chapitre entier de la violence doctrinale des Almohades. J'avais des éléments, j'avais des pistes de recherche, et au fait, je faisais mes recherches au fur et à mesure que j'écrivais parce qu'il fallait une documentation à différents niveaux.
il y a l'aspect, disons, il y a l'aspect institutionnel. Je peux, je peux considérer que je connais sans avoir une maîtrise bien sûr totale, comme c'est le Mhm. cas pour un ensemble de sujets parce qu'il faut tout le temps se documenter. Mais après, il y a d'autres éléments. C'est des portraits de Abdelmomen, à quoi il ressemblait Abdelmomen. Je découvre qu'il a des yeux bleus, qu'il était grand de peau, qu'il est D'accord. grand de taille, qu'il était blanc Mhm. de peau, que Bentoumat, et voilà, il était, sa façon de s'habiller, ça a une espèce de chachia sur la tête. C'est-à-dire, la documentation, elle se situe à tous les niveaux. Mhm. Qu'est-ce qu'on mangeait Mhm. sous le règne almoravide, voilà, comment on s'habillait, comment était Marrakech. Oui. Marrakech de 1120, mais pas la Mhm. Marrakech de 1147. Par contre-temps, il y a eu les remparts de Marrakech qui ont été bâtis justement pour arrêter la poussée des Almohades, qui Mhm. les ont cernés ensuite d'ailleurs au milieu de leurs remparts, qui sont devenus quasiment finalement leur prison. Donc en fait, c'est une documentation multiforme. Zagora, à cette époque-là, à quoi elle ressemblait, Tsazagot, qui n'a Mhm. absolument plus rien à voir évidemment avec la Zagora actuelle. Et en même temps, c'est passionnant parce que je passe d'un registre à un autre. Quand j'ai la matière, disons, brute, Oui. et que ces personnages vivent un petit peu aussi dans ma tête et que leur personnalité se développe et prend forme, Mhm. ben, ça me permet de passer d'un registre à un autre. Quand j'ai une panne d'inspiration pour faire avancer le récit, je vais avancer dans ma documentation et puis voilà, et puis après ça coule de source. Voilà, alors il faut préciser que le récit est aussi entre la fable, la légende et les faits historiques. Alors selon vous, Mouna Oui. Hachim, que reste-t-il aujourd'hui des Almohades au Maroc? On a parlé des vestiges des Almoravides qui ont été détruits, mais les Almohades, qu'est-ce qu'on Ah ben, sait les maintenant sur eux? Almohades, Mhm. pardon, les Almohades, ils ont, bien évidemment, ce que je tiens à préciser, vous avez bien fait aussi de préciser les dates, c'est que le roman porte sur une époque précise, une période Mhm. bien délimitée, 1120, c'est-à-dire la date où Abdelmoumen est arrivé à Marrakech après avoir effectué ses pérégrinations de pratiquement 20 ans en Orient et un peu à Cordoue. Mhm. Et en 1147, c'est la date de la chute de Marrakech, qui était le dernier refuge des Almoravides. Mhm. Et après, il ne faut pas oublier qu'après, ça a été le point de départ d'un immense empire. Oui. Donc, voilà, d'un immense empire dont les auteurs, plusieurs historiens évidemment, ont mis l'accent sur les vestiges civilisationnels, des vestiges architecturaux qu'on va retrouver à Marrakech, À Tinmel à, notamment. à Tidmel, c'est le fief, Mhm. c'est Oui, le berceau. Donc exactement. évidemment, il y a la mosquée malheureusement qui a été Mhm. atteinte après avoir été réhabilitée et qui a été atteinte pendant le séisme. Mais il y a aussi d'autres souverains Mhm. qui sont arrivés plus tard et qui ont laissé des œuvres. Il y a El Mansour, par exemple, qui est Yacoub El Mansour, qui a laissé des merveilles architecturales, que ce soit en Andalousie ou au Maroc. Et puis on a d'autres à travers les autres pays du Maghreb, Mhm. sans oublier évidemment comment dire, l'épanouissement intellectuel des personnalités qui ont brillé dans le monde des sciences, dans le monde des arts. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette violence, donc, elle est caractéristique du début du règne. Mhm. Et puis ensuite, évidemment, il y a eu un assouplissement. Et puis, sous le règne d'un Nasser, par exemple, on a commencé même à désavouer et Mhm. à mettre de côté les prétentions au mahdisme, par exemple, de Bentoumat. Donc, on ne faisait plus référence au Mahdi, notamment dans les pièces de monnaie. Mhm. Donc, il y a eu un assouplissement, voilà, il y a eu un assouplissement à ce niveau-là, et c'est ça qui a permis cette éclosion civilisationnelle à tous les niveaux, et dont les vestiges sont encore apparents, comme je vous ai dit, même avec les minbars, avec des pièces comme ça le minbar, par exemple, je pense de la... non, celui de la Koutoubia, j'allais dire celui de la Koutoubia, mais je pense Mhm. qu'il date des Almoravides, ouais. Mais Mhm. voilà, mais en tout cas, il y a des vestiges similaires qui sont
qui survivent jusqu'à nos jours. Absolument. En tout cas, c'est un très bel ouvrage, Tomart, Ben Tomart. Alors, quels sont vos projets littéraires? Est-ce que on va découvrir un autre ouvrage historique pour bientôt, Mouna Hachim? Bah, honnêtement, j'ai un livre qui est terminé depuis un moment Oui. et puis bon, l'édition ne va pas au rythme que je souhaite Mhm, pour des raisons bon, qui échappent à ma volonté. Donc du coup, honnêtement, ça me bloque un petit peu par rapport à mes projets, mhm. mais j'ai décidé de m'engager aussi dans le domaine audiovisuel parce que le but étant la transmission, j'essaie de transmettre par tous les canaux possibles et imaginables. Donc je réalise des capsules audiovisuelles Oui, avec je vous suis et le je suis une 360. grande fan de vos Voilà, capsules. merci beaucoup. Merci Vraiment. beaucoup. Donc c'est marocain dans l'histoire et donc ça reste, disons, plus interactif. Je l'ai fait en une semaine, ça passe et puis j'ai des réactions et puis j'ai un ensemble, je veux dire, un feedback important aussi et donc c'est stimulant et voilà, le but, comme je vous ai dit, étant la transmission, je n'ai pas peur de toucher un petit peu à tout, même si je suis beaucoup plus à l'aise avec l'écrit. Mhm. Merci, merci infiniment, Mouna Hachim. C'est moi qui vous C'était remercie. Je un suis encore grand désolée plaisir. pour, Il voilà, n'y pour a les aucun contretemps des deux. souci, aucun Vraiment. souci. Très très bonne soirée et à très bientôt. Et voilà, on arrive à la fin de Chaîne Interculture. C'était avec nous l'écrivaine et chercheuse Mouna Hachim qui nous a parlé de son ouvrage Bentoumar tous les derniers jours dévoilés, paru aux éditions La Croisée des Chemins. Merci pour votre fidélité et pour votre écoute. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée ce soir, la magnifique Anna à la technique et Tijami à la réalisation. Très très bonne soirée à tous et à demain.